Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Bienvenue dans ce webinaire sur les appellations viticoles. Bonjour. On va laisser juste une ou deux petites minutes se dérouler pour que les retardataires aient le temps de se connecter. Bonjour à tous. Alors pour attendre les retardataires, je vais directement vous publier un petit sondage, une petite question pour voir un petit peu à quel niveau vous en êtes de la culture appellation française. Une première petite question. Alors c'est parti, vous allez la trouver du coup dans la partie sondage. Voilà, elle est publiée. Alors, nous sommes très nombreux, donc je ne vais pas pouvoir lire tous les messages de chat. Au cours du webinaire, si vous avez des questions sur le contenu, n'hésitez pas à les poser dans la partie questions et à répondre aux questions que moi je vous pose dans la partie sondage. Bonjour, donc pour ceux qui viennent d'arriver, on attend encore une ou deux petites minutes et ensuite on va commencer. Effectivement, ça va pas être très anxiogène aujourd'hui. En tout cas, on est vraiment ravis que vous soyez si nombreux inscrits et j'espère qu'on va passer un bon moment ensemble. On va passer, je pense, une grosse demi-heure ensemble en tout et pour tout. Bonjour à tous. Alors, est-ce que vous voyez bien le sondage? Avez-vous commencé à y répondre? Super. Alors, je vous invite à également regarder un petit peu comment Livestore marche. Donc, vous avez la partie sondage, la partie chat que je vais pas regarder beaucoup pendant la présentation, mais par contre, je regarderai la partie questions qui sert à vraiment poser des questions auxquelles je pourrais répondre pendant la présentation. Donc, n'hésitez pas à intervenir dans cette partie-là. Alors, si on regarde un petit peu le sondage, on a environ 300 appellations d'origine contrôlée viticole en France qui gagnent. Bon, ben, on va voir tout de suite si c'est la bonne réponse. Hop. Alors, eh ben, écoutez, il est 18h05, donc je vous propose de commencer. Je vous partage du coup mon écran. On va faire. Donc, vous allez toujours me voir en bas, mais on va surtout s'intéresser aux slides qui vont défiler. Alors, c'est parti.
Hop, on va commencer par le début, ça sera mieux. Voilà. Est-ce que le partage d'écran fonctionne bien pour vous? Ah, on me dit non. Est-ce qu'il mettrait peut-être un petit peu de temps à arriver? Alors, ça semble pas marcher. Alors, on recommence. D'accord, très bien. Alors, je vais réparer ça tout de suite. Ah, ah, je pense que nous avons atteint un nombre participant qui fait que on doit aller au plan supérieur. Alors, bougez pas. Je vais me connecter avec un autre compte et ça va marcher tout de suite. Ne paniquez pas, j'arrive dans une minute. Alors, je suis de retour. Oula. Voilà. Alors, je suis de retour. On va retenter du coup. Hop. Est-ce que c'est bon pour vous cette fois? Ah, parfait. Impeccable. Super. Donc, je vous propose de commencer. Donc, comme vous l'avez vu, notre premier sondage, effectivement, il s'agissait de deviner combien il y avait d'AOC viticoles en France. Et il y en a énormément, puisqu'il y en a environ 300. Donc, on est sur une grosse diversité. On va essayer de faire tenir tout ça en une demi-heure. Et ça va être un défi, vous allez voir. Donc, bien sûr, on ne sera pas exhaustif. Donc, tout d'abord, pour me présenter très très brièvement, donc je m'appelle Marie, je vais être votre hôte ce soir. J'ai fondé QV Privé avec deux amis. Je pense que bon nombre d'entre vous le savent déjà. Donc, je vous repasserai cette slide à la fin de la présentation, notamment pour mon adresse mail. Si vous avez des questions complémentaires, des commentaires, etc., n'hésitez pas. Alors d'abord, on va poser un petit peu et définir les termes du sujet. Qu'est-ce qu'une appellation? En fait, il y a trois grandes catégories d'appellations possibles en France, trois grandes catégories de vins. Il y a ce qu'on appelle les vins de France, qui étaient auparavant appelés les vins de table, ou les vins maintenant sans indication géographique. Donc, ces vins-là, je pense que vous les avez tous déjà croisés. Assez souvent, ce qui est notable, c'est qu'ils mettent en avant plutôt le cépage avec lequel le vin est produit, plutôt que une origine géographique précise. Ensuite, on a bien sûr les IGP, les indications géographiques protégées. Il y en a 74 en France. Je pense que celles qui seraient le plus connues sont certainement le Pays d'Oc, donc l'IGP principal du Languedoc, mais également le Val-de-Loire, qui est une IGP régionale très grande et très reconnue. Alors, ensuite, on a le cœur du sujet, les AOC, donc les appellations d'origine contrôlée. Donc, les AOC, il y en a 319. Je vous disais tout à l'heure environ, parce que chaque année, il y a des AOC qui se créent en France. Et il y a vraiment un mouvement, c'est tout un paysage qui est encore en construction. Une AOC, c'est une aire géographique qui est limitée et qui est accompagnée par un cahier des charges assez strict. Euh,
je vous ai mis quelques exemples, hein, mais c'est vraiment au hasard puisqu'il y en a 319. Donc, Châteauneuf-du-Pape, Pommard et même Champagne, qui est une AOC. Donc, si on fait un petit peu de contexte historique, les AOC datent des années 30. En fait, c'est monsieur Pierre Leroy de Boiseau-Marié, ça ne s'invente pas, qui était baron et propriétaire d'une grande propriété à Châteauneuf-du-Pape, qui a le premier créé cette direction, cette volonté de moins de vin mais meilleur, et donc aussi de protéger finalement les vins par des AOC qu'il a fait inscrire dans la loi. En fait, en 1935, la création des AOC, c'est vraiment la publication d'une loi. Donc par la suite, ce grand monsieur, qui est considéré un petit peu comme le père des vignerons, a ensuite créé et présidé l'Institut national des appellations d'origine, qu'on appelle tout simplement l'INAO, que vous connaissez peut-être, et qui est en fait l'organisme d'État qui contrôle, protège et organise toutes les AOC en France. Donc, on a parlé d'AOC, hein, je précise deux choses. Normalement, maintenant, on dit AOP. Effectivement, c'est le nouveau terme, donc appellation d'origine protégée. Et en plus, je précise qu'on va parler des AOC viticoles, mais il y a bien sûr plein d'autres produits français qui ont droit à une AOC avec une indication géographique. Je précise que c'est quand même né de la viticulture et de ce grand monsieur de Châteauneuf-du-Pape. Donc, si on regarde un petit peu les cartes, il y a donc à gauche la carte des AOC et à droite la carte des IGP dont je vais vous parler tout à l'heure. Alors, pour répondre à Vivien qui demande comment on peut obtenir la liste des AOC, tout simplement, elle est publique et elle est publiée par l'INAO. Donc, c'est vraiment quelque chose, si vous voulez, de légal qui est publié continuellement chaque année. Et pourquoi les AOC ont changé de nom pour devenir AOP? Eh ben, comme beaucoup de choses en France et dans l'administration qui changent, c'est tout simplement pour des raisons européennes et pour qu'on s'aligne tous sur les mêmes termes. Voilà. Donc, vous voyez quand même que les AOC et les IGP sur le territoire français commencent à dessiner une carte qu'on connaît bien, qui est la carte des régions viticoles françaises. Donc, effectivement, on va faire ensemble un petit tour de France des grandes AOC et de la façon dont elles sont construites. Je vous dis par avance, on ne pourra pas être exhaustif malheureusement parce qu'on n'a pas énormément de temps ensemble. Donc, je m'excuse si vos régions préférées ne sont pas citées par la suite. On va faire vraiment les plus connues, mais aussi du coup les plus complexes parce que c'est là où il y a le plus de choses à comprendre sur l'étiquette et le plus de codes à décrypter si vous voulez. Donc voilà. En fait, le but vraiment de la présentation, ça va être de comprendre comment chaque région a particulièrement construit son système d'AOC avec ses systèmes de classement, ses systèmes de cru, etc. Vraiment en fonction de ses propres traditions et de son propre terroir. On n'a pas fait la même chose en Champagne qu'à Bordeaux, vous le savez déjà, mais on va essayer ensemble aussi de comprendre pourquoi. Alors, si vous êtes prêts, on va commencer avec la première question. La première région, pardon. Donc, on va s'intéresser tout d'abord à la région bordelaise, qui est très certainement la plus compliquée et qui nous a produit tout un tas de classements et de crus qu'on va décrypter ensemble. Finalement, à Bordeaux, la première AOC, on n'y pense pas toujours, mais c'est tout simplement l'AOC Bordeaux, qui est l'AOC régionale, qui va couvrir l'ensemble de la surface du territoire bordelais. Donc, c'est 55% de la production quand même, en tout et pour tout, et qui va concerner des vins rouges, des vins blancs, des rosés et même des effervescents, parce qu'elle concerne aussi les créments de Bordeaux. Alors, il y a une petite particularité pour l'appellation AOC Bordeaux, c'est qu'il existe AOC Bordeaux, comme vous pouvez voir ici, mais aussi Bordeaux supérieur,
Donc, en fait, les Bordelais ont fait entrer une notion d'élevage un peu plus long. Donc, si vous voulez, Bordeaux supérieur et Bordeaux, ce sont deux appellations, deux nominations qui peuvent venir exactement du même terroir et du même lieu. C'est simplement un élevage un peu plus élevé avec un degré d'alcool minimum qui vont faire qu'un Bordeaux est un Bordeaux supérieur. Donc c'est là qu'on commence à comprendre que les appellations, c'est vraiment loin d'être juste une zone géographique délimitée sur une carte. C'est aussi tout un cahier des charges qu'il faut respecter avec des critères, etc. Donc la place de Bordeaux, elle est délimitée en trois grandes zones. Déjà, quand on a bien compris ça, on comprend beaucoup mieux Bordeaux. Donc il y a la rive droite, il y a l'entre-deux-mers et il y a la rive gauche. Alors, je vais prendre juste une minute pour répondre à Mathieu qui demande si on fait disparaître également des AOC, étant donné qu'il y a des AOC qui sont créés chaque année. Alors, certaines AOC disparaissent effectivement, mais c'est pas une volonté légale, c'est plutôt des zones où on n'arrive plus à produire de la vigne, où tout a été arraché, etc. Mais il n'y a pas vraiment de suppression volontaire d'AOC en dehors du fait que ben, dans certaines régions où peut-être l'AOC était pas très rentable, la production n'était pas très rentable, elle peut disparaître. C'est assez rare hein, quand même, je précise, mais c'est plutôt un nombre qui augmente plutôt que diminue. Donc, si on revient à la région de Bordeaux, je vous disais la rive droite, l'entre-deux-mers et la rive gauche, avec bien sûr cet estuaire de la Gironde, alimenté par la Garonne et la Dordogne, qui nous fait ces deux bras de mer. Donc, on va s'intéresser tout d'abord ensemble à la rive droite. Donc, il y a le nord-est avec les côtes de Blaye, etc., qui est une région, sous-région à part entière. Et on va rentrer un petit peu plus, nous, dans la partie est de la rive droite, qui comporte, vous allez voir, des appellations très connues. Donc, la rive est de la rive droite de Bordeaux, elle comporte notamment les appellations comme Fronsac, Pomerol, Saint-Émilion, donc qui sont vraiment les grandes appellations principales de cette zone. Et il y a aussi des appellations qu'on appelle des appellations satellites. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à comprendre sur cette partie-là. Vous avez Saint-Émilion, mais vous avez aussi Montagne Saint-Émilion. Vous avez Pomerol, mais vous avez aussi la Lande de Pomerol. Et toutes ces appellations qui sont souvent un nom composé de l'appellation principale, on les appelle les appellations satellites. Voilà, donc c'est un peu pour vous expliquer. Souvent, vous allez entendre Saint-Émilion accompagné d'un autre mot. C'est tout simplement une petite appellation qui est juste à côté, comme vous pouvez le voir sur la carte. Donc, si on s'intéresse un petit peu à Saint-Émilion plus précisément, justement, qui est certainement l'appellation française la plus connue en France et par ailleurs, en tout cas de nom, on a une appellation qui a deux AOC, Saint-Émilion et Saint-Émilion Grand Cru. Donc là, c'est vraiment, contrairement à Bordeaux supérieur, totalement géographique. Il y a des zones qui vont être considérées comme des zones AOC Saint-Émilion et des zones AOC Saint-Émilion Grand Cru. En fait, vous voyez donc sur la partie rose de la carte, Saint-Émilion, c'est certes une petite ville, un village fortifié très joli, mais c'est aussi une appellation qui, elle, s'étend sur 8 communes différentes. Donc, il ne faut vraiment pas croire quand on voit une appellation avec le nom d'une ville ou d'un village que ça se limite exclusivement au territoire de la commune. Voilà, c'est aussi important à savoir. Donc, on a Saint-Émilion, Saint-Émilion Grand Cru. Donc, par exemple, voilà, un Saint-Émilion, château de la Cour. Un Saint-Émilion Grand Cru, vous remarquerez que c'est le même château, mais du coup, ils ont séparé les parcelles pour pouvoir faire un Saint-Émilion et un Saint-Émilion Grand Cru. Après, à Saint-Émilion, vous avez un classement qui va ensuite faire des Saint-Émilion Grand Cru classés et des Saint-Émilion Grand Cru classés B et Grand Cru classés A. Donc, je vous ai mis dans l'ordre de prestige, si vous voulez, classé B et A. Donc, si on s'intéresse un petit peu aux étiquettes, vous avez donc par exemple le château de Pressac qu'on connaît aussi très bien chez Cuvée Privée, qui est un château Grand Cru classé.
Et vous avez le célèbre Cheval Blanc, qui est un château de Saint-Émilion, premier grand cru classé A. Donc là, on est vraiment, comme vous avez pu le comprendre, sur le top du top. Donc ça, c'est la façon dont ça fonctionne à Saint-Émilion. C'est un classement qui a été fait en 1955 et celui-ci, il est révisé tous les 10 ans. Donc tous les 10 ans, on remet en question ce classement. Et pour le coup, pour faire un lien avec la question de tout à l'heure, il y a des déclassements. Et ça, c'est très important. Ça crée beaucoup de contentieux dans la région, mais ça pousse aussi les châteaux qui ont atteint des niveaux très prestigieux à continuer leur travail et à toujours produire des vins de grande qualité. Alors, on va s'arrêter 2 minutes pour les questions. Alors, je vois que Morgane, du coup, ma collègue répond à quelques-unes de vos questions. Alors, pourquoi Bordeaux n'est pas une IGP? Effectivement, euh, on peut avoir des appellations régionales qui sont des IGP ou des AOC, et c'est juste un classement. Bordeaux, c'est une région tellement importante, ça sera d'ailleurs pareil pour la Bourgogne, on va le voir tout à l'heure, que même d'un point de vue régional, elle a une droit à une AOC pour elle. Voilà, c'est aussi un petit peu parce que ne serait-ce qu'un Bordeaux ou un Bordeaux supérieur, c'est un vin qui a déjà le prestige sur le marché et dans l'imaginaire collectif d'une AOC. Donc, si on revient à nos rives et à nos Saint-Émilion, donc on a vu les étiquettes des différents classés. On revient au reste de la région bordelaise avec en vert ici au milieu une région qu'on appelle l'Entre-deux-Mers, dont vous entendrez surtout parler des vins blancs qui sont d'un rapport qualité-prix assez redoutable. Et ensuite, on va parler ensemble de la rive gauche où il y a encore beaucoup à dire. Donc, dans la rive gauche, il y a plusieurs parties. Il y en a une en violette que vous voyez dessinée et après, il y a celle en orange et jaune. La première partie en violet, c'est la partie qui concerne le Médoc. Donc, le Médoc, il est formé de 8 AOC. Je pense que c'est des noms qui vont sonner à vos oreilles. Donc, on a le Médoc, le Haut-Médoc et des appellations ensuite communales à l'intérieur du Médoc et du Haut-Médoc qui sont Pauillac, la célèbre Margaux, Saint-Estèphe, Saint-Julien, Listrac-Médoc et Moulins-Médoc. Donc ça, vraiment, c'est le Médoc dans son ensemble. À l'intérieur du Médoc, on a aussi un classement qui est certainement le classement le plus connu de Bordeaux, si ce n'est du monde. C'est un classement qui a été fait en 1855 et qui est, lui, non révisable. Donc, je vous laisse imaginer quand votre voisin a été grand cru classé dans le Médoc en 1855, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous, à côté, le classement ne bougera pas. Donc, il est un petit peu différent de celui de Saint-Émilion, puisque on a vraiment plusieurs rangs avec des premiers grands crus classés, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Bien sûr, le top du top, c'est d'être un premier grand cru classé. Et il y en a que 5 en fait qui ont atteint ce niveau-là. Alors, est-ce que le classement du Médoc est douteux? Non, le classement du Médoc, on ne peut pas dire qu'il soit douteux. Si vous demandez à des vignerons de Saint-Émilion, peut-être qu'ils vous diront qu'ils préfèrent quand même un peu le leur. Mais malgré tout, ce sont des vins d'un tel prestige et d'un tel prix sur le marché qui peuvent pas faire l'économie de beaucoup d'efforts et de beaucoup de respect de la tradition et du classement. Donc on peut quand même au moins un petit peu croire ce classement et lui faire un petit peu confiance. Après, ça ne veut pas dire que vous trouverez qu'un cinquième grand cru classé est moins bon qu'un premier grand cru classé. Là, je pense que ça, on peut le remettre un peu en cause. Donc, on a dit qu'il y avait 5 premiers grands crus classés. Donc, il y a le très célèbre Margaux, qui est de l'appellation Margaux, donc Château Margaux. Il y a le château Latour, donc qui est un Pauillac. C'est sur différentes appellations du Médoc en plus. Hein. C'est là toute la difficulté de ce classement-là. Je vous les passe. Château Lafite Rothschild, Mouton Rothschild, très connu pour son côté un petit peu avant-gardiste et artistique. Et il y a aussi le château Aubryon, qui est lui un grand cru classé, mais de Grave, donc dans une sous-région différente. En fait, le classement vaut pour toute la rive dans son ensemble.
Dans le Médoc, il y a aussi une notion dont vous allez entendre beaucoup parler et qu'on ne connaît pas très bien, qui est difficile à appréhender, c'est la notion de cru bourgeois. En fait, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Les voisins des grands crus classés médocains ont eux-mêmes créé un petit peu leur propre petites choses supplémentaires. Ils ont créé les crus bourgeois pour un petit peu se mettre en avant aussi. Et là, c'est assez différent puisque c'est un cru avec une appellation qui est remise en question à chaque millésime. Donc, chaque année, il va y avoir des dégustations pour vraiment donner cette appellation et la valider. Donc là, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur est-ce qu'on veut faire confiance au classement, c'est quelque chose là de très très précis puisqu'on est sur chaque millésime près. Donc on finit la rive gauche en descendant un petit peu vers le sud, où on va trouver les Graves, avec une grande appellation des Graves et à l'intérieur celle de Pessac-Léognan, qui fait donc partie du classement avec le château Aubryon et qui produit des vins rouges, mais aussi d'excellents vins blancs très reconnus. Et si on descend encore un petit peu, vous allez trouver le Sauternais avec bien sûr ces vins liquoreux de Sauterne, qui est là aussi très très reconnu. Et donc il se situe vraiment, vous voyez au sud, la Sauterne, c'est la petite tache rouge que vous voyez sur la carte. Et bien sûr, puisque je vous ai mis les autres, je vais vous mettre aussi la grande renommée de Sauternes, le château d'Yquem. Alors, je vais tenter de vous mettre le sondage. Vous allez me dire si ça marche. On va voir si tout le monde a bien. Alors, nous sommes sur un nouveau problème technique. Ah, je suis de retour. Hop, voilà. Alors, le sondage arrive tout de suite. Voilà, il est publié. Vous pouvez répondre, je pense. Donc, pour vous laisser le temps de répondre, je vais répondre aux petites questions qui ont été posées. Je suis vraiment désolée si j'en oublie en route. Alors, le prestige, donc Florian, c'est une notion quand même un petit peu difficile à définir. Il y a effectivement la qualité de la production, mais comme on l'a vu à Bordeaux, il y a aussi beaucoup, beaucoup d'histoires derrière le prestige. Donc du coup, comme les classements datent un peu, c'est délicat. C'est un mélange savant entre savoir-faire, histoire et qualité de la production et du terroir. C'est ça aussi qui fait le charme de Bordeaux. Pour répondre à Roxane, ce qui détermine le classement Grand Cru B et A, c'est tout au départ quand il a été créé, vraiment la remise d'un dossier avec tout ce qui est fait dans le domaine, la qualité des sols, une étude vraiment approfondie du château et aussi bien sûr la dégustation des vins. Mais dans tous les classements, on ne s'arrête pas du tout à une dégustation des vins à l'aveugle, hein. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'études approfondies des sols, des pratiques, etc. Donc, c'est vraiment des classements très sérieux parce qu'ils ont une incidence commerciale assez importante, comme vous pouvez l'imaginer. Tous les 10 ans, vous avez bien écouté, ça va. On peut continuer. Donc, on va quitter un petit peu la région de Bordeaux et de ses classements pour se diriger peut-être vers la deuxième grande région viticole française qui est la Bourgogne. Alors, la Bourgogne, elle fait la part belle au terroir et au climat. Donc, si à Bordeaux, on mettait en avant les châteaux, on les classait selon leur histoire plus ou moins prestigieuse, etc., en Bourgogne, on va vraiment s'intéresser à l'appellation et même plus qu'à l'appellation, à la parcelle près. C'est d'ailleurs ce que veut dire climat. En Bourgogne, un climat, c'est pas du tout un climat tempéré, pluvieux, etc. Un climat, c'est un lieu-dit. Donc une parcelle ou un petit lot de parcelles qui est à elle-même un terroir et donc du coup sa mini-appellation en elle-même. Donc vraiment, les bourguignons sont très très précis. Vous allez avoir très souvent le nom de l'appellation,
mais en plus aussi le nom du lieu dit. Donc, on est vraiment à quelques arts, donc quelques centaines de mètres carrés près en Bourgogne. Donc, géographie très rapide, hein. En Bourgogne, on a Chablis au nord, qui est un petit peu une sous-région à part. Et ensuite, on a les différentes côtes qui se succèdent, Côte de Nuit, Côte de Beaune, Côte Chalonnaise et le Mâconnais. Donc la Bourgogne, elle a fait quelque chose de très simple. Elle a fait une grande AOC régionale, donc avec des petites sous-catégories. Et ensuite, on a des appellations villages, des appellations communales, des appellations premier cru et des appellations grand cru. Et on regarde si c'est régional, village, premier cru ou grand cru à l'échelle de chaque parcelle. Donc c'est vraiment extrêmement précis. C'est-à-dire que dans un village, vous allez avoir du grand cru, du premier cru, du village et très souvent aussi du régional. Donc 4 possibilités à vraiment quelques centaines de mètres près. Donc si on rentre un petit peu plus dans le détail, on va repartir comme on l'a fait pour Bordeaux, de l'AOC régionale, qui est l'AOC Bourgogne. Donc l'AOC Bourgogne, elle est très réputée et elle est commune à toute la région. Donc de Chablis au Mâconnais, on peut produire un vin d'AOC Bourgogne. Elle concerne là encore les rouges. Donc là, vous voyez par exemple un Bourgogne Pinot Noir, qui est vraiment le grand classique de l'AOC régionale. Le Bourgogne Aligoté, qui est un vin blanc. En fait, l'aligoté, c'est un cépage bourguignon qui produit des vins blancs et qui est très, très représenté dans les AOC Bourgogne en vin blanc. Et vous avez aussi le crément de Bourgogne qui est dans l'appellation régionale. Si on reprend du coup dans notre petite pyramide de tout à l'heure, on a dit les appellations villages. Donc ici, vous avez un Choré-les-Beaunes qui est ni premier cru ni grand cru, mais par contre, où on a le nom du climat bien mis en avant, donc Choré-les-Beaunes, les Beaumonts. Donc ça, c'est extrêmement bourguignon, étiquette typique. Ensuite, à côté, vous avez un Puligny-Montrachet premier cru avec la Garenne, le nom du climat là encore. Donc c'est vraiment la Garenne qui est le premier cru. Et à côté, vous avez son voisin, le Bâtard-Montrachet, qui est sur la même commune de Puligny, mais qui est lui le grand cru. Donc, si on fait un petit zoom sur la carte, vous avez effectivement la Garenne, où je vous ai mis la petite flèche. Je ne sais pas si vous arrivez à la voir, qui est en jaune. Et vous avez Bâtard-Montrachet Grand Cru, qui est en orange. Et on voit bien qu'on est vraiment sur quelques centaines de mètres sur la commune de Puligny, qui est, je ne sais pas si vous y êtes allé, déjà elle-même assez petite. Donc, on a parlé tout à l'heure de l'AOC Bourgogne et on avait une question sur pourquoi une AOC pour toute une région à Bordeaux. Ben, en fait, il y a des AOC même régionales qui sont très prestigieuses et très importantes. Et l'AOC Bourgogne, c'en est un très bon exemple. Elle a beaucoup de convoitises autour d'elle. Il y a notamment eu récemment, en janvier et février, une grosse polémique qui a fait un peu les gros titres, puisqu'il y avait un projet de changement des zones et des aires d'appellation pour faire sortir quelques hectares, quelques villages de la zone de Chablis de l'AOC Bourgogne, donc en fait les faire sortir de la région Bourgogne viticole et laisser un petit peu de place pour faire arriver quelques villages de la région juste en dessous du Beaujolais qui puissent eux aussi produire des vins sous appellation d'origine Bourgogne contrôlée. Donc ça a créé un véritable débat et même, je dirais, un grand tollé, puisqu'on a eu des vignerons de Chablis qui produisaient aussi des vins en dehors de l'appellation Chablis, ou vraiment des vins de l'appellation régionale depuis plusieurs dizaines d'années et qui avaient très peur de cette décision. Et à contrario, c'est des décisions vraiment aussi assez intéressantes d'un point de vue business, parce que en fait, dans le Beaujolais, on produit énormément de vin rouge et on produit avec un cépage qui s'appelle le Gamay, alors qu'en Bourgogne, on va produire le vin rouge avec un cépage qui s'appelle le Pinot Noir. Et la peur des viticulteurs bourguignons, c'était justement qu'on arrache beaucoup d'hectares de Gamay dans le Beaujolais pour venir produire énormément de bouteilles de Pinot Noir bourguignon et venir déstabiliser le marché. Donc, vous voyez, il y avait un petit peu des forces contraires qui étaient en débat les uns avec les autres.
Bon, je vous rassure, le projet a été arrêté par l'INAO, justement, mais on voit que ça bouge encore, il y a encore un petit peu des tensions autour des appellations d'origine aujourd'hui en France. Alors, nouveau sondage, je vais vous le mettre tout de suite en ligne. Alors, la ligotée, qu'est-ce que c'est? J'en profite, hein, comme tout à l'heure, pour répondre à quelques questions. Alors effectivement, il y a beaucoup de contrefaçons. Donc c'est une question de Vivien qui pose le problème de la contrefaçon des vins AOC. C'est toujours un grand problème et c'est d'ailleurs ce qu'on va évoquer tout à l'heure. Les AOC, c'est pas seulement des zones de production, c'est aussi finalement des associations et des associations de protection du terroir. Donc il y a énormément d'initiatives et il y a beaucoup de veille. Chaque grande AOC française a des personnes qui sont payées pour faire la veille et vérifier le phénomène de contrefaçon, de fausse publicité, etc. Mais effectivement, c'est très courant. Donc, on peut noter surtout pour la Champagne, où il y en a beaucoup, pour la Bourgogne, énormément, notamment sur l'AOC Bourgogne dont on parlait tout à l'heure, et pour le Bordelais, bien sûr. Alors, je pense que vous avez pu répondre au sondage. Donc, du coup, c'était une question un peu piège. Donc, la ligotée, en fait, c'est un cépage qui est un cépage traditionnel bourguignon, qu'on peut aussi utiliser ailleurs. C'est pas du tout un village, c'est pas du tout une appellation. Donc, quand vous verrez Bourgogne à ligoter, c'est pas une appellation, c'est un peu comme si vous voyez Bourgogne Pinot Noir, par exemple. Et j'accepte la réponse vin blanc, parce qu'effectivement, c'est aussi un type de vin blanc produit avec la ligotée. Alors, du coup, si on continue, on va se déplacer encore un petit peu en France et on va partir en Champagne. Donc la Champagne, c'est ma région d'origine, donc je vais m'y arrêter un petit peu. Ici, c'est vraiment très différent des deux régions qu'on vient de voir, parce qu'en fait, en Champagne, il y a une seule AOC, une seule grande AOC, qui est l'AOC Champagne, et qui compte plus de 30 000 hectares, donc c'est assez impressionnant. Donc effectivement, il y a pourtant d'énormes disparités sur le territoire champenois. Déjà, vous pouvez voir rien qu'à la carte, on a quand même des grandes distances entre Reims et la région au sud de Troyes. Donc il y a des sous-régions qui ont vraiment leur propre particularité, que ce soit au niveau du terroir ou des champagnes produits. Vous connaissez certainement notamment la Côte des Blancs, qui est la région qu'on voit juste au sud d'Épernay sur la carte, qui est une région où on produit traditionnellement beaucoup de chardonnay et qui va faire des champagnes blancs de blanc, donc 100% chardonnay avec des raisins blancs. Les autres sous-régions ont leur propre tradition également, notamment la montagne de Reims avec l'assemblage des différents cépages. Et on va avoir un terroir sous une seule appellation, mais très diverse. Ce qui fait qu'en Champagne, on peut finalement assembler des raisins qui sont produits dans le massif de Saint-Thierry au nord de Reims et des raisins qui sont produits à plus de 100 km de là au sud de Troyes. Et tout ça, on va pouvoir le mettre dans la même bouteille et ça pourrait être la même appellation. Donc c'est assez impressionnant en Champagne d'avoir cette grande appellation. C'est pas du tout un hasard que la Champagne se soit organisée comme ça, parce qu'en fait, le Champagne, c'est un vin avant tout d'assemblage. En Champagne, on assemble les millésimes, donc les années de récolte. On assemble les différents cépages champenois, donc Pinot Noir, Chardonnay et Pinot Meunier. Et on assemble aussi des raisins de différents crus et de différents terroirs. Donc c'est vraiment la tradition de cette région qui a voulu ça. Alors, on a quand même classé les villages en premier cru et grand cru. Donc, contrairement à la Bourgogne, c'est pas du tout à la parcelle près. Là, on s'est attaché au village. La Champagne, elle est très villageoise, très communautaire parce on fait tous partie de la même appellation. Et si on devait encore un petit peu la définir, c'est aussi un vin de marque, comme vous le savez.
Donc du coup, plus que le village de production, la plupart des champagnes vont vraiment s'attacher à la marque qui les produit. C'est pas forcément le cas, hein, parce qu'il y a des champagnes de vignerons et d'artisans qui sont très attachés à leur terroir. Je vous ai mis là deux exemples. Donc le champagne Vasar Coquard, qui est justement un blanc de blanc et un grand cru, comme on peut le voir en haut sur l'étiquette. Et le champagne Marie Forget, votre humble serviteur, qui est un premier cru, effectivement, puisqu'il est issu de raisins exclusivement des 44 villages premiers crus listés. Donc en fait, ici, c'est un assemblage de 5 villages premiers crus. En assemblant des villages premiers crus, on peut appeler le champagne premier cru. Par contre, dès qu'on met des raisins d'un village non premier cru, on perd le droit de le faire apparaître sur l'étiquette, évidemment. On continue un petit peu notre tour. Alors, j'ai quelques questions. Je crois que Morgane est en train de répondre, mais le Pinot Meunier, il est très traditionnel en Champagne. On va assez peu le retrouver en France, mais plutôt à l'étranger, notamment en Afrique du Sud. Alors, du coup, si on continue un petit peu notre voyage, je vous propose d'aller voir ce qui se passe en Alsace, qui est là encore une région extrêmement atypique. En fait, l'Alsace va beaucoup mettre en avant ses cépages qui sont très connus et je pense que vous allez les reconnaître tout de suite. C'est 90% de vin blanc. Et il y a effectivement aussi des grands crus en Alsace, pas de premiers crus, mais des grands crus, avec la particularité que pour être un grand cru en Alsace, on doit produire sur une zone spécifique, mais seulement avec du Riesling, du Gewürztraminer, du Pinot Gris ou du Muscat, qui sont considérés comme les 4 grands cépages nobles alsaciens. Donc c'est vraiment au cépage et à la matière première qu'on va faire attention en Alsace. C'est une façon de penser, vous voyez, totalement différente. Ensuite, en Alsace, il y a quand même quelque chose d'un peu particulier, c'est qu'il y a des vins secs, donc non sucrés, mais il y a aussi des vins qui vont être doux, voire liquoreux. On a notamment les appellations que vous allez voir vendange tardive ou VT, donc qui vont être des vins avec une grande sucrosité. Et vous allez voir aussi apparaître sur les étiquettes parfois SGN, donc sélection de grains nobles, où là on a un degré minimum de sucre résiduel encore plus élevé, donc un vin encore plus doux. Donc, je suis désolée, je reviens. On a une étiquette alsacienne assez typique là, donc avec Alsace Grand Cru, la mise en avant en bas du Riesling et le nom du Grand Cru qui est Pfingsberg. Voilà, donc le nom du lieu dit si vous voulez. Alors, un sondage. Alors, effectivement, il y a 4 cépages nobles en Alsace. Je vous laisse répondre. Alors, je vais quand même en profiter pour répondre à Eric qui me demande si on peut aller chercher dans d'autres régions du raisin pour faire du champagne. Mon Dieu, non. Non, non, bien sûr, c'est vraiment des zones géographiques très délimitées. Et pour le coup, ce point-là, il est extrêmement contrôlé. Il y a, ça, c'est le cas dans toutes les régions viticoles. Il y a vraiment un système avec des douanes qui sont très présentes, qui vont venir contrôler si la quantité en cave correspond à la quantité, à la surface exploitée. Et pendant les vendanges, il y a énormément de contrôles. Par exemple, à l'époque, à la période des vendanges en septembre, si vous conduisez un camion plein de raisins et que vous commencez à faire des distances un peu trop grandes, vous serez certainement arrêté par des douaniers. Donc non, non, on rigole pas du tout avec ça. Alors du coup, pour revenir au sondage, donc le Sylvaner, c'est effectivement un cépage alsacien assez connu, mais il fait pas partie des 4 cépages considérés comme nobles par les Alsaciens. C'était bien sûr le Muscat, qui est le 4e cépage autorisé dans les grands crus d'Alsace.
Donc, si on continue, on va descendre un petit peu dans d'autres régions. On va le faire un petit peu plus brièvement, mais c'était quand même pour vous donner une petite idée. Les Côtes-du-Rhône, qui sont une région extrêmement importante et pour la production et pour la consommation en France. Les Côtes-du-Rhône, c'est une région vraiment intéressante parce qu'elle est complètement schizophrène. Elle est très duale. Il y a les Côtes-du-Rhône du Nord, donc septentrionales, qui sont dominées par la Syrah, où la tradition d'assemblage est vraiment moins importante. On va produire des vins rouges avec des grandes quantités de Syrah et qui sont des Côtes-du-Rhône avec beaucoup de relief. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez les paysages de Côte-Rôtie, de Condrieu, d'Hermitage, mais c'est vraiment des coteaux assez pentus sur les rives du Rhône. Et à côté, enfin, plutôt sous ces côtes-là, on a les côtes du Rhône méridionales qui sont au sud de Montélimar. Donc, vous voyez vraiment sur la carte, il y a vraiment une rupture. Et là, on est sur un paysage beaucoup plus plat, avec beaucoup plus de cépages. Il y a vraiment une tradition d'assemblage très importante. C'est des cépages qui sentent bon le soleil, le mourvèdre, la grenache. On retrouve bien sûr aussi la syrah. Et on a jusqu'à 13 cépages dans un vin. Dans un vin rouge, on peut retrouver jusqu'à 13 cépages différents. Voilà, donc on parlait notamment tout à l'heure de Châteauneuf-du-Pape, qui est un des crus réputés des Côtes-du-Rhône. J'ajoute que, comme vous le savez certainement, les Côtes-du-Rhône, c'est aussi une AOC régionale très importante, avec un très grand volume de production. Et l'AOC régionale, on va la retrouver quasiment exclusivement au sud de la vallée du Rhône, puisqu'au nord, c'est vraiment dominé par des AOC communales très prestigieuses, comme Hermitage, Creux-Hermitage, etc. Donc ensuite, si on s'intéresse à la Loire, donc là, je vous fais vraiment la région pour vous donner l'ensemble de la région du Val-de-Loire. C'est là très diversifié. Il y a finalement quatre régions viticoles dans la Loire et on peut difficilement les mettre tout dans le même panier avec du coup du pays nantais au centre Val-de-Loire, énormément d'appellations communales. À savoir que dans la Loire, il n'y a ni appellation régionale, c'est une IGP, donc pas d'appellation AOC, et ni grand cru ou premier cru. Ce ne sont que des appellations communales. Il y en a d'extrêmement prestigieuses et d'extrêmement connues. Je vais vous citer par exemple, pour n'en citer qu'une seule, Sancerre, qui est une appellation de la zone verte, donc du centre de la France, que vous voyez ici en vert foncé, et qui est assez marrant, parce qu'en fait, Sancerre, c'est la seule AOC viticole qui a sur son même territoire une AOC fromagère, puisque Chavignol, en fait, c'est une commune qui est dans la zone de production de Sancerre. Voilà, donc là, la Loire, c'est vrai que c'est un peu le lieu où les grands esprits de la gastronomie se rencontrent. Ensuite, il y a une région vraiment incontournable en France qui est la région du Languedoc-Roussillon, qui est vraiment très intéressante et qui, en fait, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, est la région où le plus d'appellations d'origine contrôlée naissent. C'est vraiment une région donc, qui est à l'origine une grande IGP, qui est en construction permanente avec énormément de demandes d'accès au statut d'AOC. Une très connue, par exemple, parmi celles-ci, c'est le Pic Saint-Loup, qui était pendant très longtemps juste une dénomination géographique qu'on mettait à côté de Languedoc. Donc voilà, on a l'AOC Languedoc et on disait juste AOC Languedoc Pic Saint-Loup. Mais ce n'était pas une appellation à part entière. Et elle a obtenu ce statut récemment. Donc voilà, encore un paysage en construction. Donc le Languedoc, je pense que vous le connaissez un petit peu, mais là encore, on retrouve un peu la même tradition que dans le sud des Côtes-du-Rhône, un assemblage de nombreux cépages du sud. Les vins monocépages, donc avec un seul cépage, sont finalement assez rares dans le sud de la France, même si on peut en trouver bien sûr. Alors, on va passer à un petit sondage. Alors, l'assemblage d'un grand nombre de cépages différents, c'est une tradition de quelle partie des Côtes-du-Rhône?
Alors, je crois qu'un grand nombre d'entre vous ont déjà répondu. Alors, la majorité a raison, puisque l'assemblage de beaucoup de cépages différents, jusqu'à 13 cépages, c'est assez important pour le dire, c'est plutôt dans les Côtes-du-Rhône méridionales, donc du coup dans le sud des Côtes-du-Rhône. C'est vrai qu'au nord, on va beaucoup utiliser le cépage Syrah pour faire les vins rouges, alors qu'au sud, on va vraiment beaucoup avoir recours à l'assemblage. Alors, on va un petit peu condenser tout ça, si vous voulez, si on caricature. J'ai mis un petit clin d'œil à Astérix et Obélix, dont un des papas nous a quittés cette semaine. Si on caricature un petit peu, à Bordeaux, on a constitué le système d'appellation et de classement en fonction des châteaux et aussi en fonction du négoce, parce que finalement, les classements, c'était un moyen, si vous voulez, de justifier les prix sur un marché économique déjà très important. Bordeaux s'est très tourné vers sa partie commerciale. Donc, c'est une région viticole très historique, donc qui a vraiment misé sur ses châteaux. En Bourgogne, comme on l'a dit, c'est la Bourgogne vigneronne, la Bourgogne qui s'intéresse vraiment à ces petites parcelles, à ces climats. Et c'est vraiment intéressant de voir qu'en Bourgogne, on va souvent mettre en beaucoup plus gros le nom de l'appellation que le nom du château. C'est assez typique. En Champagne, on l'a dit, c'est une région, à la fois une région communiste et une région très capitaliste. C'est un petit peu bizarre. La Champagne, finalement, c'est une seule aire d'appellation. Et on va distinguer après les champagnes plutôt par leurs marques, avec des marques très connues dans le monde entier. L'Alsace, bien sûr, c'est plutôt une question de cépage. Les Côtes-du-Rhône, comme on l'a vu à l'instant, c'est une région très duale, donc assez difficile à définir, comme la Loire d'ailleurs. Et le Languedoc, ce qu'il faut retenir, c'est la puissance de son IGP, qui est d'ailleurs été reconnu comme le rapport qualité-prix le plus exceptionnel de la métropole, et avec des AOC en construction. Donc le Languedoc, en fait, suit un petit peu derrière et commence à construire ce paysage viticole avec ses AOC. Si on s'intéresse maintenant au reste du monde et notamment à nos deux grands voisins européens qui sont l'Italie et l'Espagne et qu'on compare un petit peu leur système, c'est assez intéressant parce qu'on est très proches. Déjà, on a les IGT en Italie qui sont l'équivalent de nos IGP, les DOC qui sont l'équivalent de nos AOC, mais les Italiens ont inventé autre chose, les DOCG, qui sont des appellations encore supérieures et qui sont, elles, validées par des comités de dégustation chaque année. Voilà, par exemple, c'est assez important. Et en Italie, on a deux grandes mentions que vous allez retrouver sur les vins, qui sont les mentions de Classico. Alors, en fait, Classico, ça veut juste dire que ce vin-là a été produit dans une zone de l'appellation Chianti, qui est une zone historique. Effectivement, l'Italie, elle a eu tendance à beaucoup étendre ses aires d'appellation, notamment le Chianti, mais aussi le Prosecco, par exemple. Et du coup, quand vous avez la nomination de Classico, c'est vraiment que ça fait partie de l'ère historique de l'appellation Chianti. Vous avez juste en dessous sur l'étiquette la Denominazione di Origine Controllata e Garantita. Donc, je suis désolée pour mon italien, mais c'est donc la traduction de DOCG. Et ensuite, vous avez sur les vins italiens la dénomination de Riserva, qui est là juste une mention qui précise que le vin a connu un élevage minimum et un degré alcoolique minimum, qui est un petit peu l'équivalent, si vous voulez, du Bordeaux supérieur. En Espagne maintenant, on a les DO, les Denominaciones de Origine, les AOC, et les DOCA, qui sont un petit peu comme les DOCG italiennes, et là qui sont réservées, alors c'est assez surprenant, à seulement deux régions espagnoles qui sont le Priorat et la Rioja. Donc en fait, en Espagne, on a défini vraiment qu'il y avait deux grands fers de lance intouchables, le Priorat et la Rioja. Donc là, je vous ai mis un exemple de vin de la Rioja, une marque très connue de la Rioja. Et comme en Italie, on va avoir une mention sur l'élevage du vin, notamment pour les vins rouges, avec Roven, donc jeune, Crianza, Reserva et Grande Reserva.
Vous allez le retrouver sur énormément d'étiquettes espagnoles et dans toutes les régions. Et c'est vraiment donc par ordre d'année d'élevage et avec des grandes réservas qui ont connu vraiment des années d'élevage assez longues en barrique. Après, c'est intéressant de s'intéresser un petit peu au reste du monde. J'ai notamment donc pris une étiquette de Napa Valley et une étiquette de Chablis premier cru, une étiquette typiquement bourguignonne. Donc, vous avez en fait deux vins qui sont des 100% chardonnay et qui ont pourtant des étiquettes très différentes, avec Raymond Vagnard, qui est un vin de la Napa Valley et qui est un chardonnay. Donc, on voit qu'on met le cépage en avant et notamment la marque que vous voyez ici en très gros. Alors que à Chablis, je vous mets au défi de trouver rapidement le nom de la marque et du producteur, parce qu'en fait, on voit surtout Chablis en énorme, on voit le climat monté de tonnerre en énorme, et on voit même pas Chardonnay. Donc en fait, le système français, il sous-entend en fait, c'est préconçu que le consommateur sait déjà de toute façon qu'un Chablis, c'est forcément du Chardonnay, donc on va même pas le mettre sur l'étiquette. Pour aller plus loin, et ça va être la dernière partie de cette présentation, on va citer Wikipédia pour une fois. Et une fois n'est pas coutume. Une appellation, c'est la combinaison d'un milieu physique et biologique avec une communauté humaine traditionnelle qui fonde la spécificité d'un produit AOC avec définition dans un cahier des charges. On va décortiquer ça, vous inquiétez pas. Donc, une appellation, c'est un lieu géographique délimité, un cahier des charges. Ici, je vous ai mis une photo de vendange parce que, par exemple, un des grands éléments du cahier des charges, ça peut être des vendanges manuelles obligatoires. C'est le cas, par exemple, en Champagne. Et en fait, l'appellation, c'est avant tout des hommes. On l'a assez peu dit dans cette présentation parce qu'on décortique vraiment les classements et les appellations. Mais finalement, une appellation au-delà d'un lieu et de cahier des charges, c'est une association, c'est des fêtes. Ici, vous voyez notamment les fêtes de la Saint-Vincent à Chinon avec les habits propres des vignerons de Chinon. Ce sont des comités, ce sont des voisins, ce sont des présidents des syndicats d'appellation, etc. Donc, c'est vraiment aussi tout un maillage humain, une appellation. C'est ça qui est intéressant à comprendre avec leur propre petit gouvernement, leur propre petit comité des fêtes, etc. Donc, quand on voit une bouteille, on ne s'en rend pas forcément compte comme ça, mais c'est aussi un peu le troisième grand pilier de la définition d'une appellation. Voilà, alors, des questions, je pense qu'il y en a eu plein. J'espère que vous avez eu des réponses un petit peu à vos différentes questions. Je serais ravie de pouvoir continuer à vous répondre par mail. Donc, comme promis, je vous remets la petite slide avec mon mail. Vraiment, n'hésitez pas si vous avez la moindre question, peut-être une région qu'on n'a pas pu évoquer ensemble, ou même des idées pour un prochain webinaire. Je vous dis d'ores et déjà rendez-vous la semaine prochaine parce qu'on a déjà un webinaire prévu. Donc, je vous l'annonce, le thème, ça sera la lutte contre le gel dans les vignes. Alors, moi, en ce moment, je suis confinée en Champagne et je dois vous dire que c'est d'actualité parce qu'on atteint des -5 et des bourgeons tout prêts à être mangés par le gel. Donc, ça va être vraiment le sujet du moment. Et il y a énormément de façons de voir le gel et de lutter contre. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Voilà. Merci à tous. Voilà, je laisse encore on le chat et les questions pendant quelques temps si vous voulez. N'hésitez pas à vous rendre sur les réseaux, sur notre site internet. On a beaucoup d'initiatives et on écrit beaucoup d'articles de blog, et on fait pas mal de petites vidéos pendant ce confinement. Donc, n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir. Et surtout, restez chez vous. Vous avez raison, Pascal. Voilà, je vais du coup arrêter le partage d'écran. Hop. Et
et je vais vous dire au revoir et une très bonne soirée à tous.